Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de notre douce France qui malheureusement est toujours en danger. C'est vrai qu'on veut nous faire croire tous les jours que tout va bien dans le meilleur des mondes, que tout va encore aller mieux demain. Évidemment, on aimerait en dire autant, mais quand on regarde la réalité, ce n'est pas le cas. Et attention, ce n'est pas en disant ça qu'on fait du French bashing, ça aussi, ça suffit. Non, nous aimons la France, nous voulons même sauver la France. C'est ça le plus important, bien entendu. Et c'est au contraire en faisant le déni de réalité. On nous dit que ce n'est pas le cas, qu'on n'en fait plus. Mais si, malheureusement, nos dirigeants font ça depuis 20 à 30 ans et ça continue aujourd'hui. Il faut arrêter le déni de réalité. Regardons la réalité en face et à ce moment-là, on pourra sauver la France. D'ailleurs, tout à l'heure, on fera des propositions très concrètes parce qu'on nous fait souvent la demande, on le fait régulièrement, mais là encore, on va le faire de nouveau. Et bien entendu, le danger aujourd'hui, c'est que la France est menacée par ce que j'appelle les 3 I qui sont là, l'inflation, l'industrie et les impôts. C'est vrai que là aussi, on nous dit que ça y est, tout est réglé. Bon, l'inflation, le plus dur est passé. Bon, comme ça fait 1 an et demi qu'on nous dit ça, on a compris que ce n'était pas forcément le cas. Et tout à l'heure, on verra des graphiques d'inflation, notamment sur l'alimentaire, qui sont assez incroyables, qui montrent l'ampleur des dégâts. Deuxième point, l'industrie. Alors bien sûr, on veut réindustrialiser. C'est une bonne nouvelle, mais comment va-t-on faire? On verra tout à l'heure que le niveau de la production industrielle en France est le niveau qu'on a fait en 1997. Donc il y a bien un effondrement qui est là. Comment on peut redémarrer? Et puis bien sûr, les impôts. Là, on nous dit qu'on va faire un petit cadeau de 2 milliards de baisse d'impôts. Si c'est possible, nous dit-on, alors comment va-t-on faire? Et puis surtout par rapport à l'ampleur des impôts en France, ça paraît là aussi très peu. Alors on verra tout ça dans le détail et on va commencer tout de suite avec donc cette inflation qui est assez incroyable. Elle est toujours là évidemment, même elle a augmenté. Là, les chiffres donc du mois d'avril viennent d'être révisés, mais on confirme l'augmentation donc à 5,9% aux normes INSEE. Vous savez qu'aux normes Eurostat, aux normes européennes, on est même à 6,9% d'inflation. Mais regardez, sur les 3 derniers mois, les prix ont augmenté de 2,5% simplement en 3 mois. Vous voyez qu'on est très très loin d'avoir résolu cette inflation. Et surtout, le problème, c'est que quand on regarde le détail, qu'est-ce qui augmente le plus dans les prix aujourd'hui en France? Ça reste malheureusement encore et toujours l'alimentation. C'est vrai qu'il y a 1 an, on avait l'énergie, maintenant ça s'est calmé, maintenant c'est l'alimentation qui est là. Regardez des chiffres assez incroyables. Le sucre, c'est le bien qui augmente le plus aujourd'hui en France dans les prix à la consommation. 50,3% d'augmentation. Les huiles alimentaires, 37%. On a toujours les combustibles solides, évidemment, 31,9%. Et surtout, regardez les produits laitiers, 25,8%. Les chips également. Oui, des produits du quotidien, 25,7%. Le beurre, le riz, les farines, évidemment. Et que c'est des chiffres au-dessus des 20%, bien entendu. Les œufs également, 21%. Le pain et céréales, bon, on est tombé, entre guillemets, mais c'est toujours 15,8% d'inflation. Les luminaires, l'électricité, vous voyez que là aussi, ça se maintient sur des niveaux élevés. Il y a toujours les mêmes, j'ai envie de dire, les prix qui baissent. Et services culturels, moins 17,1%. Et les abonnements audiovisuels, moins 33,3%. Donc là aussi, évidemment, on a cette baisse des prix, mais ce ne reflète pas, évidemment, l'ensemble de l'évolution des prix, et notamment les biens du quotidien, notamment les biens alimentaires. Et là, on va voir l'ampleur des dégâts avec des graphiques extrêmement simples, mais un peu durs à supporter. Je préviens les âmes sensibles. On le voit ici. Donc ici, vous avez donc l'augmentation des prix de l'alimentation en France, donc depuis 91. Alors regardez bien, là on est exactement sur un niveau de quasiment 16%. Ça a un petit peu baissé au mois d'avril par rapport à mars, mais quand même ça reste des niveaux extrêmement élevés. Donc là, au mois d'avril, on est à 15% d'augmentation. Et regardez bien, en moyenne de 1991 à 2020, on a fait seulement 1,5% d'augmentation. C'est ça qui compte, c'est qu'habituellement, les prix de l'alimentaire, ils sont plus ou moins contrôlés. Là, ça explose complètement. Et regardez bien sur un graphique, si on voit le niveau des prix. Alors on voyait le glissement annuel, ce qu'on appelle l'inflation. Maintenant, si on voit le niveau des prix des biens alimentaires, là c'est assez incroyable. Vous voyez seulement de janvier 2021 à avril 2023, eh bien, on a eu une augmentation de 20,3%. Donc, en 2 ans et 4 mois, on a eu autant d'augmentation que de novembre 2007 à décembre 2020, donc en 13 années. C'est-à-dire que dans les 13 années, on a eu autant d'augmentation que sur 2 ans et demi, 2 ans et 4 mois. C'est assez incroyable quand même. Donc là, on voit l'ampleur des dégâts, le drame pour beaucoup de Français. Et alors, c'est encore pire, par exemple, pour le sucre. Alors là, ça défie complètement l'entendement. Alors, c'est vrai que le sucre, c'est assez volatile, mais néanmoins, vous voyez qu'en moyenne, de 1991 à 2020, le glissement annuel, donc l'inflation annuelle donc, des prix du sucre, finalement, en France, est de seulement 0,7% en moyenne de 91 à 2020. Donc, c'est pas grand-chose. Là, 50,3% d'augmentation en avril 2023. On était même monté à 52 au mois de mars. Ça baisse un petit peu, mais ça reste évidemment
extrêmement élevé. Et si maintenant on regarde comme pour tout à l'heure l'augmentation du niveau des prix du sucre, regardez là c'est incroyable, donc simplement de janvier 2022 à avril 2023, 57% d'augmentation, donc là en même 1 an et 3 mois finalement c'est assez énorme, alors que de 90 à 2012, donc en 22 ans, les prix avaient augmenté de 58%. Vous voyez ce qu'on a fait donc en 1 an et quelques, on l'avait fait précédemment en 22 ans. Et sur longue période, regardez bien, de 1990 à 2021, donc il y a eu des hauts et des bas bien entendu, les prix du sucre en France augmentaient de 26,4%. Donc ça c'est incroyable. Donc vous voyez bien, en finalement 31 ans, on a eu 26,4% d'augmentation des prix du sucre en moyenne, enfin au total finalement, et là en 1 an et quelques mois, 57% d'augmentation. Donc c'est là où les Français sont évidemment en complet désarroi. Ce n'est pas tenable un tel niveau des prix. Alors encore plus fort, on pense également aux enfants, parce que notamment on peut dire le sucre c'est pas très bon, mais ce qui est bon c'est évidemment le lait, le fromage, les œufs, ça fait partie de, je dirais, des biens vraiment indispensables finalement. Et là regardez bien, c'est pareil, on est sur une augmentation, donc là c'est le chiffre du mois d'avril, le glissement annuel 21,5% donc en avril 2023, alors qu'en moyenne de 1991 à 2020, on a, regardez bien, un niveau d'inflation de seulement 1,3% en moyenne pour la catégorie lait, fromage et œufs. Donc ça pose un problème évidemment, c'est-à-dire que globalement, on voit bien qu'il y a là aussi un drame. Et si on regarde maintenant le niveau des prix donc à la consommation, donc pour le lait, le fromage et les œufs, on voit que de janvier 2022 à avril 2023, plus 25% d'augmentation. Vous voyez que c'était le calme plat jusqu'à présent. En fait, on a la même augmentation qu'on a eu de 2000 à 2021. C'est-à-dire qu'en 1 an et 3 mois, on a eu autant qu'en finalement 21 années sur le lait, le fromage et les œufs. Et ça, c'est vrai que c'est assez incroyable, puisque normalement, les prix, justement, notamment du lait, les prix des produits laitiers sont très réglementés en France. On évite justement les soubresauts. Donc c'est pourquoi nous ne sommes pas habitués. Nous, en France, on a justement au contraire la chance d'avoir une limitation de l'augmentation des prix alimentaires. Et là, ça devient tout et n'importe quoi. Et évidemment, ça ne va pas durer, puisqu'aujourd'hui, on le voit, les grandes marques ne pourront pas maintenir leur niveau de prix aussi élevé. On a les marques distributeurs, maintenant, qui prennent finalement le relais, donc les marques des grandes enseignes, finalement, et on voit qu'il y a des écarts de prix énormes entre donc les grandes marques, les Lu et autres, et puis les marques des distributeurs, Carrefour, Leclerc, etc. Donc ce qui fait que finalement, eh bien, les ménages français se détournent. Donc inévitablement, quand on a de tels prix, ça ne peut pas durer, ça fait exploser le pouvoir d'achat. Donc finalement, les prix vont finir par baisser, certes, ça va prendre du temps, mais ça veut dire qu'il y aura évidemment une récession, puisque globalement on aura une situation économique où la consommation ne pourra pas tenir. Donc c'est ça le drame de cette inflation énorme, ça va casser la consommation et ça va malheureusement générer une récession, et après également il y aura une déflation. D'autant que c'est là qu'est le drame, c'est que pour lutter contre cette inflation qu'on a laissé finalement s'installer, ne l'oublions pas, eh bien maintenant la Banque centrale européenne doit monter les taux d'intérêt. Vous voyez, c'est le taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, c'est la courbe bleue, on est à 3,75%. Les taux d'intérêt à 10 ans, c'est la courbe rouge, on est autour des 3% sur la dette publique française. Donc c'est-à-dire que tous les taux d'intérêt de nos crédits, à nous, les ménages, les entreprises, augmentent très fortement. Et donc à partir de là, on a une situation extrêmement difficile, extrêmement compliquée, qui va évidemment alimenter la récession. Et c'est là où on arrive à la situation de notre industrie. Regardez bien, les chiffres là aussi sont assez incroyables, on ne veut pas les dire mais ils sont là. Là vous avez le niveau de la production industrielle française. Donc c'est très simple, voilà, nous sommes là, c'est-à-dire le niveau qu'il y avait, alors évidemment, on enlève 2020, parce que là tout s'est complètement arrêté, donc c'est tout à fait logique, on retrouve le niveau qu'on avait, vous voyez, certes en 2008, mais surtout, regardez bien, en 1997. Donc là on voit bien que dans les années 90, début 2000 encore, ça pouvait aller, et puis à partir de l'année 2007-2008, ça s'est complètement effondré. Alors bien sûr, il y a eu la crise des Lehman Brothers, donc ça a commencé un petit peu avant à s'effondrer. Là c'est toutes les erreurs de politique économique pendant des années, malheureusement on n'a pas modernisé l'économie française, ça a un petit peu redémarré techniquement ensuite, puis vous voyez depuis, ça ne bouge pas, on reste sur des niveaux extrêmement bas, et là on ne voit pas la réindustrialisation, c'est-à-dire qu'on reste sur un niveau de production industrielle extrêmement bas, extrêmement faible, ce qui se traduit également par un déficit extérieur énorme, là aussi, alors il a un petit peu baissé au mois de mars, mais on est quand même sur autour des 160 milliards d'euros de déficit extérieur, déficit commercial. Vous voyez, comme on ne produit plus en France, on a du mal à vendre, bien entendu, ce qui fait qu'on a ces difficultés. Et donc ça c'est durable, on ne va pas changer l'économie industrielle comme ça en 5 minutes. Il y a un problème de formation, un problème de coût, effectivement, de la main-d'œuvre au sens large, non pas les salaires, mais les charges qui pèsent sur les salaires. Il y a un problème également, je dirais, de fiscalité au sens large. Donc tant qu'on ne bougera pas tout ça, finalement, ce sera compliqué de réindustrialiser. Ça restera du marketing, des bonnes intentions, c'est bien, mais évidemment, ça ne suffira pas. Alors bien sûr, là, on a une relative
relative bonne nouvelle, entre guillemets, le chômage. On vous dit oui, le taux de chômage vient de sortir, les chiffres du premier trimestre 2023, on est à 7,1%, mais ça c'est le taux de chômage de catégorie A. Si on regarde tous les types de taux de chômage, notamment le chômage qu'on appelle le halo du chômage, c'est-à-dire les personnes qui voudraient travailler mais qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas fait une recherche d'active, beaucoup de personnes qu'on a sorti également des statistiques, mais là vous voyez, c'est un petit peu augmenté au premier trimestre, on est à 12,6%, et si on prend tous les chômeurs, c'est-à-dire y compris ceux qui ont travaillé un tout petit peu, on est à 16,5% de taux de chômage. Donc voilà la réalité du chômage aujourd'hui en France, qui est donc toujours extrêmement élevé, et là aussi ça pose un problème, bien sûr, de pouvoir d'achat, d'autant que malheureusement, ça c'était le chômage qui baisse ou qui se stabilise par rapport à la croissance qu'on a eue les dernières années, mais maintenant que les défaillances d'entreprises sont en train d'exploser, évidemment le chômage va fortement augmenter. Alors justement, les chiffres là aussi viennent de sortir, chiffres de la Banque de France, encore une fois tout à fait officiels, sur donc les défaillances d'entreprises. On est sur une hausse en glissement annuel de quasiment 50%. Par rapport à 2019, on est encore sur une baisse de l'ordre de 9,7%, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de micro-entreprises. Si on regarde maintenant les entreprises, les vraies entre guillemets, donc d'abord les TPE, donc moins de 10 salariés, regardez bien, augmentation de 80% donc sur un an des défenses d'entreprise, 45,7% par rapport à 2019, en cumul sur 12 mois à chaque fois. Si on regarde les petites entreprises de 10 à 99 salariés, 91% d'augmentation, 54,9% par rapport à 2019. Et maintenant, les moyennes entreprises, donc de 100 à 250 salariés, donc là c'est vraiment du dur, c'est l'essentiel finalement des entreprises françaises. On a aujourd'hui, en termes d'emploi bien entendu, 87,4% de hausse par rapport à avril 2022 et 34,4% par rapport à 2019. Et alors maintenant, si on regarde justement ce qui fait normalement les fleurons de l'économie française, que ce soit les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, à partir donc de 250 salariés et jusqu'à 5000 d'ailleurs, et les grandes entreprises, alors là, regardez bien l'augmentation sur un an, 126,3% de défaillance et 65,4% par rapport à 2019. Ça, c'est évidemment dangereux parce que, comme ce sont des grandes entreprises, elles ont un rôle d'entraînement sur les PME, sur leurs fournisseurs finalement. Donc ce qui veut dire que, attention, le chômage, il risque de fortement augmenter demain et donc ça ne va pas être forcément, loin s'en faut d'ailleurs, je dirais, des bonnes nouvelles qu'on attend. Encore une fois, c'est pas du French bashing, on dit ça pour vous dire la vérité, ce qui est en train de se produire aujourd'hui en France, sachant qu'en plus de cela, on a des déficits publics qui sont énormes. C'est-à-dire que, faut savoir que jusqu'à présent, on vit de plus en plus à crédit. Alors là, justement, en 2023, les chiffres aussi viennent de sortir, on a un déficit sur le premier trimestre 2023 de l'État, 54,7 milliards. Vous voyez, à part 2021, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça sur 3 mois. Et d'ailleurs, sur 12 mois, quand on voit le cumul du déficit de l'État français, on est, vous voyez, on est à 167,9 milliards de déficit. 167,9 milliards de déficit sur 12 mois. Donc c'est là aussi un record, à part l'année 2021. On n'a jamais vu ça. Donc c'est là, encore une fois, c'est facile de dire, ouais, finalement, ça va pas si mal que ça, tout va bien. C'est parce qu'on a augmenté le déficit, augmenté la dette. Mais ça, évidemment, c'est pas durable. D'autant que ce fameux graphique, je l'ai déjà présenté, je vous le remonte parce qu'il est assez incroyable. On a ici cet écart entre le PIB, la courbe bleue, et la courbe rouge, la dette publique. Vous voyez bien les chiffres, c'est assez incroyable. En 2 ans, la dette publique a augmenté de 575 milliards d'euros et le PIB n'a augmenté que de 201,6 milliards d'euros. Donc c'est facile, entre guillemets, d'avoir des chiffres relativement corrects. Vu l'ampleur de la dette, on est l'État qui a en Europe qui a le plus augmenté sa dette. Donc ce qui veut dire que là, c'est extrêmement dangereux pour l'avenir, parce que évidemment, on ne pourra pas continuer comme ça, il va falloir faire des efforts. Et parallèlement, nous avons également des déficits publics, vous voyez, qui repartent à la hausse. En moyenne, on sera à peu près à 6,5% du PIB, là aussi autour des 160 milliards d'euros de déficit public, une dette publique qui va monter certainement à 115% du PIB. Donc à partir de là, on dit oui, on va vous faire cadeau 2 milliards d'euros de baisse d'impôts. Pourquoi pas? C'est effectivement une bonne nouvelle, entre guillemets, mais comment va-t-on faire? Et sur quel facteur va-t-on agir? Parce que c'est là qu'est aujourd'hui le problème, c'est que la France, malheureusement, s'est également dégradée avec le temps. Vous voyez qu'on a une croissance structurelle de plus en plus faible, seulement 0,9% alors qu'on était à 2,5% dans les années 90, et le poids dans le PIB mondial en termes de PIB par habitant, on était 20e en 11e en 90, on est 24e aujourd'hui en 2022, donc il y a bien eu un déclassement de la France malgré l'explosion de la dette publique qui a dû être financée, donc malgré l'explosion également des impôts. On voit ici ce graphique, plus les impôts augmentent, le taux de prélèvement obligatoire en France est sur un sommet historique, on a plus de 45%, donc si on regarde sur les chiffres INSEE, chiffres Eurostat, on est à 47%, et plus la courbe rouge, donc les impôts augmentent, plus la courbe bleue,
eh bien la croissance structurelle baisse. Donc évidemment, ça serait bien de baisser les impôts, mais ça fait 50 ans qu'on devrait le faire, et au fortiori, les 20 dernières années, on a fait exactement l'inverse. Et donc là, quand on nous dit 2 milliards d'euros de baisse d'impôts, déjà, si c'est possible, parce que évidemment, vu la trajectoire de la dette publique, ça va être compliqué, mais surtout, c'est pas grand-chose, 2 milliards d'euros. C'est-à-dire que on voit ici, je vous ai mis le détail, parce qu'on ne connaît pas tous ces chiffres. Vous voyez, en France, ça c'est les chiffres de 2022, on a eu 1260,6 milliards d'impôts et de cotisations. C'est énorme, évidemment. Donc les 2 milliards là-dedans, oui, ça fait pas grand-chose. Si on prend les impôts sur la production et les importations, 439 milliards, dont TVA, 199,5 milliards d'euros. Donc là, c'est évidemment une grosse source de revenus. Là, on remercie évidemment à l'augmentation des prix énergétiques. Après, on a l'impôt, donc sur les impôts au sens large, sur le revenu et le patrimoine, bon, évidemment sur les ménages, sur les entreprises, sur la fortune immobilière, 357 milliards. Chiffre de l'INSEE, encore une fois, c'est important de les avoir en tête. Impôt sur le capital, donc les successions, c'est un peu moins, 18,6. Et puis, bien sûr, les cotisations sociales au sens large, salariales et patronales, 445,8 milliards. Donc, c'est des niveaux qui sont énormes. Et donc, bien sûr, baisser de 2 milliards, oui, c'est une bonne nouvelle, mais c'est là le problème. Il faut aller beaucoup plus loin, il faut baisser beaucoup plus fortement les impôts. Mais pour ce faire, il faudra également baisser la dépense publique. Et c'est là qu'on n'a pas le courage de le faire. Donc évidemment, si on fait que 2 milliards d'impôts, de baisse d'impôts, les Français de la classe moyenne, comme on dit, qui a énormément souffert, qui souffre encore aujourd'hui, on aura peut-être une centaine d'euros maximum en moins d'impôts par an, hein, mais ça plutôt autour des 50 d'ailleurs. Évidemment, ça ne fait pas grand-chose. On comprend bien qu'on a une vraie difficulté aujourd'hui. Donc, si on veut sauver l'économie française, voilà nos mesures que j'ai beaucoup détaillées, notamment dans mon dernier livre, Reset 2, et dans mes livres précédents, j'avais écrit notamment Guérir la France en thérapie de choc. Et donc, voilà, il faut bien sûr baisser les impôts pour tous, les entreprises, les ménages, mais pas de 2 milliards, il faut au moins 30 à 40 milliards de baisse d'impôts. Mais ceci doit se faire avec une compensation en termes de baisse des dépenses publiques, notamment les dépenses de fonctionnement, qui ont augmenté encore de plus de 22 milliards d'euros l'année dernière. Évidemment, ça pose un problème, parce que les dépenses de fonctionnement augmentent, mais la qualité des services publics baisse. Donc là, évidemment, on a une vraie difficulté. Réduire le coût de travail en baissant notamment les charges qui pèsent sur les salaires, notamment de la classe moyenne. Avoir un marché du travail plus fluide, plus flexible. Innover massivement, mais pas que du marketing. Bien entendu, faudra bien entendu des fonds d'investissement pour financer cet investissement. Parce que sinon, on ne pourra pas. C'est pas que l'État qui va pouvoir innover. Donc il faudra faciliter le financement de l'économie avec bien sûr des efforts de formation. Parce que là aussi, on a des pénuries de main-d'œuvre. Hein, c'est-à-dire que certaines entreprises ne peuvent pas embaucher parce qu'il n'y a pas la main-d'œuvre en face. On a l'éducation nationale la plus chère du monde, mais pourtant on n'a pas les formations adéquates, donc là également ça pose un problème. Et puis bien sûr, tout ça passera avec un développement de la culture économique. On pourrait mettre ça d'ailleurs en numéro 1, parce que c'est tout le problème. C'est pourquoi nous sommes là d'ailleurs sur cette chaîne. Donc merci encore pour votre fidélité, donc de développer la culture économique des Français. On y arrivera, mais encore une fois, il faut arrêter le déni de réalité, regarder la réalité en face, prendre les bonnes mesures qui s'imposent, et à ce moment-là, on pourra sauver l'économie française, et donc nous pourrons tous être des gagnants de la crise actuelle et des crises à venir. Du moins, c'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter. Merci beaucoup, merci pour votre fidélité, bonne continuation, portez-vous bien, et à très bientôt.